Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été. On a envie de chaleur, de légèreté et d'optimisme. C'est un peu l'idée de ce deuxième hors-série ASV de l'été. Cette année, Sophie a tendu son micro à 4 ASV inspirantes qui se sont engagées dans un projet au sein de leur clinique. Elles nous feront part de ce qui les anime, de leurs envies, de leurs motivations, de leurs réflexions sur une profession qu'elles exercent avec le cœur. Vous les entendrez aussi parler des difficultés qu'elles ont su surmonter, sans tabou. Une preuve, s'il en fallait, qu'il y a 1000 façons de s'investir en tant qu'ASV. Belle écoute! Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur notre hors-série de l'été spécial ASV, j'accueille Florence Gilles. Bonjour Florence. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Florence, tu es ASV depuis 25 ans et tu as toujours travaillé dans la même structure My Little Veto près de Limoges. Tu es aussi maman dans une famille recomposée avec 3 enfants et tes passe-temps favoris sont le karaté, le self-défense et les randonnées. Tu as de nombreuses cordes à ton arc dans le milieu du soin animalier car tu cumules les formations et diplômes en éducation comportementalisme canin, EMDR, massage traditionnel chinois pour animaux et premier secours canin et félin. Ce qui te permet, je te cite, de prendre les animaux en charge de manière globale, car c'est ce qui te tient le plus à cœur. Tellement à cœur que tu as progressivement intégré ces approches avec ton équipe au sein de la structure My Little Veto, et c'est principalement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais avant cela, quelques questions d'introduction. Florence, es-tu prête? Oui, je t'écoute Sophie. Alors, la question traditionnelle, pourquoi ASV? Alors à la base, ASV, c'était pas un premier choix, parce que comme beaucoup de petites filles, en fait, je rêvais d'être vétérinaire. Mais difficultés d'école, difficultés d'apprentissage, et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches avec ma maman en particulier pour trouver un métier qui se rapprochait des animaux. Et à l'époque, il y a maintenant plus de 30 ans, du coup, sur les orientations scolaires, eh bien, il y avait que ce métier-là qui était à peu près disponible. Et donc, je me suis dit, à défaut de pouvoir choisir comment les soigner, je peux peut-être aider à les soigner. Et est-ce que tu avais déjà une compréhension de comment se passait le métier? Est-ce que tu es allée passer un peu de temps en clinique? Comment ça s'est passé ça? Alors pas du tout, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. En tout cas, moi, dans mon entourage, moi, j'habitais en Bretagne à ce moment-là, et à aucun moment, en fait, on trouvait sur les parcours d'orientation scolaire et en particulier sur les forums, on ne trouvait jamais rien qui s'orientait sur le domaine animalier. Donc j'étais un peu dépourvue, et en fait, on a fait surtout des recherches en CDI pour aller trouver des informations de quels étaient les métiers disponibles. D'accord. Et donc, tu te lances dans ce métier d'ASV et j'imagine que tu vas très rapidement faire des stages. Est-ce que tu les fais déjà dans la clinique My Little Veto ou tu les fais ailleurs? Alors non, j'avais fait au préalable un brevet de technicien agricole en Creuse, qui était plutôt dans l'orientation secrétariat accueil à l'origine, dans le titre de la formation, mais on a en BTA 10 semaines de stage sur 2 ans en clinique vétérinaire. Donc c'est vraiment tardivement en fait dans mon parcours scolaire que je commence à faire des stages en clinique. D'accord, très clair. Et donc, tu te lances. Et comment ça se passe, tes premières années? Mes premières années, donc 2 très belles premières années, puisqu'en fait je rentre au GIPSA. J'ai la chance d'avoir un maître d'apprentissage qui est patient, qui est très éducatif dans les étapes d'apprentissage. J'ai un groupe au GIPSA qui est très sympa en fait, donc ça donne une motivation pour et partir en course, qui est pas ce que je préfère faire, et en même temps se lever le matin pour aller au travail, parce que je me suis découvert une nouvelle vie, une vie d'adulte aussi au passage. Donc tout est un peu émulsion à ce moment-là. Super. Et à quel moment pendant cette période tu commences déjà à t'intéresser à des formations complémentaires? Alors moi, dans un premier temps, à titre personnel, en fait, j'ai commencé à travailler mon propre chien en éducation canine sur les terrains. D'abord en éducation familiale, et puis après je me suis orientée sur du concours canin avec des disciplines de chien de défense. Et puis c'est au sein des clubs en fait où je me suis rendu compte qu'un certain nombre de types de comportements n'étaient pas gérés par défaut de formation,
Et avec le temps, la lassitude d'entendre que tel ou tel animal était stupide, pas intelligent, dans l'incapacité d'apprendre, je me suis dit il y a sûrement des choses à faire et j'ai commencé à fouiller pour des formations complémentaires. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que c'est quelque chose que tu pourrais potentiellement implémenter dans ta structure, ou est-ce que c'est vraiment plutôt à titre personnel à ce moment-là? Alors au démarrage, c'est vraiment plutôt à titre personnel. Et puis avec le temps, je vois que j'ai quand même quelques patients en clinique qui ont des types de comportements similaires, avec pour certains des grands stress, des difficultés à être maîtrisés parce qu'ils sont tout feu tout flamme dans leurs émotions, ils n'arrivent pas à gérer, des propriétaires qui n'ont pas forcément été accompagnés comme il faut. Et de là, je découvre la thérapie par le MDR. Et je me dis, moi, je veux bien la faire pour moi et pourquoi pas l'intégrer en clinique. Et donc, j'en parle à mon chef à ce moment-là. D'accord. Et le MDR, quand tu dis tu le découvres pour toi, tu le découvres pour toi humaine, ou tu le découvres pour toi, ton animal d'abord? Alors, je le découvre pour moi humaine parce que c'est très peu répandu en fait cette thérapie pour les animaux et en fait c'est ma praticienne en EMDR qui me dit mais Florence, est-ce que tu sais que ça existe aussi pour les animaux? Je te vois bien dans ce domaine-là. Et de là je commence à fouiller et je trouve le centre, parce qu'il y en a qu'un seul en fait qui le fait. Je trouve le centre Emanasso qui fait la formation au MDR pour animaux. Est-ce que tu peux un peu expliquer pour nos auditeurs justement ce que c'est le MDR et comment ça marche? Alors, le MDR, en fait, est classé dans les neurosciences, va travailler sur le système limbique et particulièrement sur le système émotionnel. L'objectif, en deux mots, c'est vraiment d'aller dissocier une émotion d'un élément qui a été traumatisant. De façon à ce que je prends souvent en fait un exemple d'accident de voiture. Vous avez un accident de voiture et dès que vous entendez une voiture qui freine brutalement, ça vous met en transe, ça vous met en panique, parce que ça c'est votre cerveau en fait qui se dit attention au danger par rapport à la situation qui a été vécue. En fait, le MDR va permettre de dissocier tous ces stimuli et de démontrer en fait au cerveau que c'est pas parce que les bruits ou les stimulations diverses qui se ramènent à un élément traumatique sont toujours présents, de façon à imposer du calme. En fait, ça aide le cerveau à traiter les informations. Très clair. Et est-ce que tu peux donner un exemple similaire chez un chien? Chez un chien, on va voir de la même manière tout ce qui va être les problèmes sonores. Donc les chiens qui supportent pas les voitures, de la même manière un chien traumatisé sur un accident, ça peut être simplement du stress et de la panique. Moi en clinique quand je mets les protocoles en place, je peux avoir un protocole de désensibilisation rapide sur un chien qui par exemple va rentrer tout tremblant, limite en marche arrière. On le met au calme dans une salle spécifique, enfin une salle de consultation pour lui tout seul, et on va mettre en place le protocole d'apaisement de façon à ce que dès que le chien est réceptif, on puisse commencer à s'approcher de lui et à lui proposer les manipulations qu'on a besoin de faire. Super intéressant. Et je sais que tu ne t'arrêtes pas là. Après le MDR, tu t'intéresses aussi au massage traditionnel chinois pour animaux. Et puis par la suite, premier secours, mais peut-être déjà élaborer sur les massages traditionnels. Tout à fait. Alors en fait, c'est une suite logique puisque le concept de la médecine chinoise est hyper intéressante et très complète. Alors j'ai pas la prétention d'aller faire de la médecine, bien au-delà, mais par contre, effectivement, toute la partie massage va venir équilibrer le corps dans ses dysfonctionnements ou le maintenir dans son équilibre en fonction du stade auquel on va l'appliquer et vient du coup en complément de ce que le vétérinaire va pouvoir proposer parce que sur les massages on va pouvoir travailler sur le système nerveux et travailler sur la locomotion, on va pouvoir soutenir un organe dans son dysfonctionnement. Je pense à un problème hépatique ou un problème rénal. En fait, le concept chinois permet d'aller soutenir un organe dans son fonctionnement. Donc on n'est pas là pour soigner ni pour remplacer les soins proposés par nos structures, mais ça vient vraiment aider à optimiser en fait la qualité des soins. Ouais, c'est vraiment très complémentaire en fait, vu ce que tu dis. Tout à fait. Et enfin, et je pense que c'est toujours en cours, tu t'intéresses aussi aux premiers secours, canin et félin, qui sont un peu différents finalement de ce que tu as fait avant.
Oui, c'est un petit peu différent. En fait, j'étais partie dans l'idée que beaucoup de propriétaires sont totalement démunis quand ils ont un incident avec leurs animaux, ils savent pas quoi faire. Des fois, on a des petites bobocitudes au téléphone avec des gens qui, dans la panique, en fait, n'ont plus aucune notion des gestes simples. Et je me suis dit pourquoi pas se former pour leur apprendre en fait que ils sont capables de faire un certain nombre en fait de petits gestes avant d'arriver chez nous. Et donc je me suis lancée dans le parcours de premier secours. Et là très prochainement dans le courant de l'été, je vais intégrer la formation de formateur, ce qui me permettra également de pouvoir former d'autres publics. Alors ASV pour celles qui le souhaitent, ça fait partie des projets au sein de la clinique, mais aussi dans nos propriétaires, ceux qui veulent devenir également formateurs, ça sera une possibilité. Trop bien. Alors tu disais, c'était au moment finalement où tu as commencé à t'intéresser à l'EMDR que tu t'es dit que potentiellement c'est quelque chose que tu pouvais intégrer dans ta structure. Comment ça s'est passé? Est-ce que t'as commencé à en parler? À qui est-ce que tu en as parlé? Comment c'était accueilli? Mais j'en ai parlé en premier à mon employeur parce que j'ai fait une demande en fait de prise en charge de formation. Donc je lui ai expliqué mon projet, ce que je voulais faire, et puis sur le moment, il voyait vraiment pas comment on pouvait l'intégrer au sein de la clinique. Il était vraiment pas entre guillemets connecté en fait à cette approche. Et donc je lui ai dit écoutez, c'est pas très grave si toutefois la clinique prend pas en charge, est-ce qu'on peut au moins monter le dossier OPCO et puis moi je paierai le reste à charge. Mais comme il y a déjà une partie de formation qui est déjà payée dans les fonds de formation, je dis si je peux le récupérer c'est bien, puis moi je prendrai en charge le reste à titre perso. Et puis, de choses et d'autres, moi j'ai commencé à le mettre en place à la clinique parce que j'ai estimé qu'il y avait des animaux qui en avaient besoin au moment où je les ai pris en charge. Et quand il a vu que ça apportait un confort, du coup progressivement c'est lui qui est venu me voir en me disant est-ce que vous pouvez faire vos petits gestes magiques de façon à détendre les patients. Donc c'était plutôt sympa. Ouais, c'est chouette. Donc il t'a quand même si lui il voyait pas vraiment la place dans l'immédiat, il t'a quand même laissé la place toi de le faire finalement quand toi tu accompagnais les animaux. Ouais. Ça, c'est plutôt chouette. Et est-ce qu'il y a eu un cas en particulier qui l'a fait un peu se rendre compte que ça avait des effets? Est-ce que c'est progressif? Je dirais que c'est plutôt progressif parce que nous, on a déjà pour habitude, en fait, à la clinique, d'installer nos patients, surtout quand ils sont un peu anxieux, vraiment au calme dans un premier temps avant d'aller les aborder, ce qui leur permet déjà de pas être dans la foule de la salle d'attente et puis en même temps de pouvoir prendre connaissance des lieux. Il y a un certain nombre de chiens en particulier, mais les chats aussi de plus en plus qui ont quand même besoin d'aller examiner leur environnement, d'aller examiner tous les petits messages qui traînent pour pouvoir se sentir plus à l'aise. Et en fait, je profitais de ce temps-là pour certains pour aller les voir, discuter avec les propriétaires et essayer effectivement d'apaiser un peu les tensions avant qu'on arrive en consultation. Et je pense que c'est vraiment dans le fil du temps qu'il s'est rendu compte qu'on avait une efficacité qui était assez régulière. Très chouette. Et donc ça, c'est à ce moment-là, c'était le MDR principalement. Je sais que maintenant, il y a aussi question d'offrir les massages. Est-ce que c'est pour les animaux hospitalisés? Est-ce que c'est aussi pour les propriétaires qui aimeraient venir que leurs animaux se fassent masser? Comment ça se passe? Alors c'est vraiment ouvert à tout le monde et pour tout type de cas. C'est-à-dire que effectivement ça va être éventuellement en hospitalisation pour un accompagnement en post-chirurgie par exemple. Mais on l'utilise aussi vraiment beaucoup sur toutes les consultations ostéo-articulaires, en accompagnement des traitements médicamenteux des fois, mais pas que, de façon à pouvoir essayer d'accompagner les patients. Et donc là, on a un projet, c'est en train d'aboutir, de mettre en place un pôle massage avec une possibilité d'ouverture de créneaux de consultation, de soins qui seront disponibles directement sur notre agenda en ligne. Et donc, les propriétaires pourront réserver des créneaux que pour du bien-être, que sur le chien qui s'est fait mal la veille et qui du coup boitouille un petit peu aujourd'hui, ou sur un accompagnement. J'ai pas mal de chiens que je suis en accompagnement senior, par exemple, que je vois tous les 3, 4, 6 mois en fonction des besoins pour faire des réalignements physiques pour éviter justement les désordres de type boiterie.
C'est super. J'imagine que ça responsabilise aussi le propriétaire de pouvoir finalement, grâce à toi et ce que tu fais, être plus attentif de manière plus régulière au bien-être du chien ou du chat. Je pense que tu fais les chats aussi. Je fais les chats aussi. Effectivement, on parle beaucoup du chien, mais je fais aussi les chats. J'ai eu l'opportunité aussi de faire des soins sur des lapins, des nacs, enfin cochons d'Inde aussi j'ai eu. Donc c'est assez divers parce qu'en fait tous les mammifères peuvent en profiter. Donc faut pas se restreindre aux chiens, aux chats. Les autres aussi peuvent en avoir besoin. Et puis effectivement, ça permet de responsabiliser le propriétaire parce que j'en profite en même temps pour leur montrer quoi observer dans la démarche et dans les allures de leurs animaux pour pouvoir se rendre compte quand il y a un dysfonctionnement, parce que souvent les gens se disent mais il se plaint pas donc il a pas mal. Je lui dis moi non plus je me plains pas, j'ai pas mal et pourtant si j'ai très mal, mais je vous le dis pas. Et là, il commence à prendre conscience que c'est pas parce que l'animal ne se plaint pas, ne vocalise pas sa douleur qu'il n'est pas en train de la compenser. Et c'est vrai que ça permet, de leur dire, faire attention parce que là, il ouvre pas le bras. Là, vous voyez, il a le dos un peu voûté. Ou là, la manière de se coucher, ça démontre que s'il le fait tout le temps, c'est qu'il protège l'autre côté, etc., etc. Et ça leur permet d'avoir des repères d'observation. C'est top. Et au niveau de la clientèle, j'imagine qu'ils sont assez preneurs de tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez des retours là-dessus? Alors oui, les gens sont très preneurs, sont très contents d'avoir ce service supplémentaire. Et en fait, je m'en suis d'autant plus rendu compte que j'ai participé au Trophée Veterinary Day cette année, le 2024. Donc c'est en cours, il est pas encore terminé. On est que sur l'attente de la délibération de la première phase. Mais j'ai découvert un soutien énorme de mes clients et c'est vraiment très chouette de voir qu'en fait oui, les gens adhèrent à cette approche et se rendent compte en fait du bien-être qu'on peut apporter. Et au sein de la clinique, tout le monde adhère à 100% à ton approche? Oui, tout à fait. J'ai la chance d'avoir toute mon équipe qui est derrière moi. D'ailleurs, pour ceux qui regarderont les vidéos, vous verrez que j'ai toutes mes collègues qui sont là. Et c'est le docteur de Rousier qui a investi dans le matériel pour la partie prise de vue. Et j'ai régulièrement mes collègues qui me disent, mais quand t'es pas là, il faudrait quand même que tu nous montres 2-3 trucs qu'on puisse faire parce que quand t'es pas là, on peut pas le faire. Donc c'est vraiment très chouette d'avoir cette émulsion de groupe et de pouvoir partager avec eux aussi sans forcément qu'on soit dans un cadre, j'ai envie de dire thérapeutique professionnel, puisque Nel et Émilie n'ont pas la formation, mais de se dire il y a quelques gestes simples qu'elles peuvent mettre en place et puis par la suite si elles veulent développer, je pourrais leur en apprendre plus. Mais je trouve ça classe. Et les autres ASV, est-ce qu'elles ont envie aussi de se former? Est-ce que il y a des opportunités peut-être pour se former plus dans ces domaines-là, ou peut-être que vous avez envie de, je sais pas, d'étendre à d'autres choses? Alors, je sais pas si on a toutes les trois la même sensibilité par rapport à ça. Alors, Nel est en fin de formation d'alternance, donc pour le moment, elle s'occupe déjà de passer son examen. Émilie, elle est également maman au foyer avec un mari qui est beaucoup sur la route. Donc, c'est pas les formations qui lui donnent envie, c'est plutôt la disponibilité de gestion familiale qui est plus compliquée. Mais on a déjà eu l'opportunité ensemble d'aller faire un stage d'initiation à la physiothérapie, par exemple, parce que c'était sur la zone et donc on est parti ensemble le faire. Les soins au premier secours, j'ai embarqué Nel avec moi. Émilie devait être là, puis pour des raisons médicales, malheureusement, n'a pas pu être présente. Mais oui, j'essaye de les embarquer un petit peu dans mon enthousiasme et dire, les filles, on peut tout apporter quelque chose de nouveau, chacune avec notre sensibilité, et puis se compléter et rendre en fait notre équipe encore plus forte, quoi. Quel conseil tu donnerais à ceux qui nous écoutent, ceux et celles qui nous écoutent, qui ont envie de mettre en place quelque chose au sein de leur clinique, justement? Comment les inspirer? Moi, je dirais que d'une manière générale, on n'est pas ASV que sur la feuille de poste. On est ASV, en tout cas pour moi, le métier d'ASV, c'est vraiment un métier de passion et nos sensibilités individuelles, nos vécus personnels peuvent se retranscrire dans notre travail. C'est ce qui fait que les unes ont les autres, on sera meilleur dans ce qu'on fait. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez un souhait de progresser, ne vous mettez pas des barrières sur la fiche de poste ou sur la grille des salaires ou je ne sais quoi, comme je peux entendre souvent.
La progression se fait bien évidemment par nos employeurs et nos spécialisations dans nos structures, mais elle se fait aussi par ce que nous on peut y apporter. Là, typiquement, les disciplines que je pratique, c'est pas du tout au programme des ASV, mais ça peut s'y inclure. Donc, intéressez-vous à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous anime dans votre quotidien, et parlez-en dans votre structure. Je sais, c'est pas toujours facile. Les uns et les autres diront, mon vétérinaire est réfractaire, mais passer cette barrière, expliquer, montrer, démontrer peut-être, sans forcément faire front, mais simplement dire voilà, j'entends que vous n'êtes pas dans cette mouvance-là ou dans cette sensibilité-là, mais moi je peux vous montrer ce que je sais faire. Et puis après on en discute quand vous verrez si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Donc c'est surtout ne pas se mettre de barrière et continuer à aller de l'avant. Et puis si ça marche pas, c'est pas grave. Continuez à le faire pour vous, c'est tout. Super conseil. Quelques questions pour clôturer ce podcast. Je te demanderai de répondre en quelques mots, en une phrase, de manière le plus spontanée possible. Ma première, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin pour aller travailler? Alors, il y a deux choses. La première, c'est mon travail parce que je vis en partie pour mon travail. Et la deuxième, c'est mon petit garçon parce que j'ai vraiment à cœur de lui montrer que malgré les difficultés dans la vie, si on se donne les moyens, on peut réussir à atteindre les objectifs. Très chouette. Et à l'inverse, qu'est-ce qui te fait peut-être un peu traîner la patte? Comme tout le monde, on a tous des journées un peu difficiles. Toute la partie administrative, entretien des structures, c'est pas mon kiff. Donc quand je sais qu'on va être sur ces parties-là d'entretien, d'inventaire, j'essaie de me motiver parce que je me dis qu'après ça va être propre, ça va être bien, mais c'est compliqué. J'aime pas cette partie-là. Et puis les accompagnements de fin de vie, même si dans ma sensibilité, j'essaye d'aider les gens au maximum à passer ce cap-là. C'est pas les périodes que je préfère. Selon toi, quelles sont les compétences et les qualités à avoir pour être un ou une ASV et kiffer son boulot au quotidien? Et je dirais une ouverture à l'autre d'une manière générale, que ce soit aux propriétaires ou aux animaux, mais même à son équipe, parce qu'on est bien dans son travail quand on est déjà bien dans son équipe. Et puis c'est vraiment majoritairement ça, parce que je pense que ce qui anime un bon ASV, c'est d'être capable d'être dans l'écoute et donc de pouvoir s'adapter aussi en fonction de ça. Le mot de la fin, ASV pour toi, c'est? Du partage. Super. Écoute, merci beaucoup Florence. C'était très chouette de passer ce moment avec toi. Je pense que ce sera inspirant pour ceux et celles qui nous écoutent, ASV ou vétérinaires d'ailleurs. Je te souhaite plein de chance pour le Vet-Nurse Day. Au moment où ce podcast sera publié, on aura les résultats. Et peut-être peux-tu nous dire si certains ou certaines veulent te contacter. Est-ce que c'est OK pour toi qu'ils passent par nous et qu'on te les envoie? Oui, bien sûr, avec grand plaisir, j'échangerai avec eux. Merci Florence. Merci Sophie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.